Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de mon livre qui s'appelle Savoir décider. Donc c'est un petit livre de poche qui est sorti chez Jouvence il y a quelques années et qui fait le point en fait sur le processus de décision qui est à la fois tellement simple, tellement naturel et en même temps parfois tellement difficile ou tellement compliqué. Donc ce livre reprend d'ailleurs un stage que j'avais créé qui s'appelait De l'hésitation à la décision. Et l'idée, c'était de comprendre en fait qu'est-ce qui nous empêche de décider quand on n'y arrive pas. Qu'est-ce qui fait que la mécanique en fait naturelle de la décision s'enraye, se grippe, se bloque parfois. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on a tous eu des blocages. On a tous été parfois incapables de décider sur des choses simples ou complexes dans tel ou tel domaine. Ça dépend évidemment de notre personnalité et de notre histoire. Donc, je vais d'abord expliquer la nature comment dire, la structure pardon, du livre. Donc le livre, en fait, il comporte deux parties. Une partie sur l'hésitation, une partie sur la décision. Et dans chaque partie, vous avez en fait un quiz pour essayer d'évaluer en fait vos tendances et vos penchants. Par exemple, la première partie, elle détaille, elle développe, pardon, une espèce de quiz sur votre hésitation. Est-ce que vous hésitez un peu, beaucoup ou pas beaucoup et pourquoi C'est-à-dire, est-ce que c'est à cause de la peur? Est-ce que c'est à cause du manque de confiance en soi? Ou est-ce que vous êtes dans la confusion, par exemple? Voilà, ça, c'est les trois causes principales de l'hésitation, mais il y en a évidemment beaucoup d'autres. Donc, c'est intéressant de faire un check-up, une évaluation de votre niveau d'hésitation-décision pour pouvoir transformer l'essai, travailler, transformer les choses. Alors, sur la deuxième partie, que je vais un peu plus développer maintenant, ça concerne évidemment la décision. Il y a en fait beaucoup de choses dans cette partie-là. D'abord, il y a ce que j'appelle les 13 ou les 12 étapes de la décision. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas forcément compte que quand on prend une décision, en fait, le cerveau, il passe par un certain nombre d'étapes. Évidemment, des fois, certaines étapes sont inconscientes, automatiques, mais elles n'en existent pas moins en creux ou j'ai envie de dire, de façon implicite dans notre processus. Voilà. Donc ça, c'est la première chose à faire, c'est d'avoir conscience de ce qu'on fait quand on le fait. Donc de comment on décide quand on décide. La deuxième chose, c'est que il y a plusieurs, il y a plusieurs façons de décider. Autrement dit, pour être un peu plus concret, la plupart des décisions, vous les prenez seul, dans votre tête. Voilà. Mais un certain nombre de décisions ne vous concernent pas que vous-même. Ça peut concerner votre conjoint, votre famille, vos amis, votre travail aussi, pourquoi pas votre équipe ou votre entreprise si vous êtes chef d'entreprise, votre activité, si vous êtes dans une association. Des fois, on a des décisions collectives à prendre. Donc, ça veut dire qu'on peut de toute façon intégrer l'autre dans nos décisions, même si ça ne nous concerne que nous. En d'autres termes, il y a toute une sorte de degrés en fait, de prise de décision qui vont de je décide complètement seul quelque chose à je délègue complètement, j'abandonne complètement la décision à d'autres personnes ou à une autre personne. Entre ces deux pôles extrêmes, on peut trouver toute une série de pôles intermédiaires. Par exemple, le plus fréquent, me semble-t-il, c'est de demander l'avis de quelqu'un et de décider seul après. On pourrait très bien aussi imaginer réunir un espèce de groupe de réflexion sur un sujet complexe, ce qui se passe souvent dans les entreprises, et le manager tranche. Ou on peut imaginer aussi de déléguer la décision à d'autres personnes. On peut aussi ne pas refuser d'ailleurs, on peut aussi ne pas décider. Décider de ne pas décider, c'est encore une décision de toute façon. Après, la seule question, c'est est-ce qu'on assume le risque inhérent au fait de rien décider du tout, c'est-à-dire de laisser pourrir la situation. Ça, c'est évidemment une question qu'il faut se poser. Donc c'est très intéressant de se dire que quand on a du mal à décider, on peut débloquer la situation, par exemple, uniquement en changeant de palier. Peut-être on est resté bloqué à un étage, mais peut-être on peut débloquer la situation en allant à un autre étage, soit d'un côté, soit de l'autre. Soit en reprenant la décision pour soi, soit au contraire en la partageant avec d'autres personnes. Pourquoi pas? On peut décider collégialement avec une ou plusieurs personnes. C'est un autre degré dans la prise de décision. Voilà. Après, il y a une autre partie dans ce petit bouquin sur les caractéristiques de la décision. Et les caractéristiques qui nous intéressent, évidemment, c'est les caractéristiques de, entre guillemets, même si je déteste ces termes-là, la bonne décision. C'est-à-dire que, voilà, qu'est-ce qui fait qu'une décision est bonne ou devient bonne? Alors, je vais en profiter pour tordre le cou une fois pour toutes à ce mythe de la bonne décision, parce que je crois que c'est le frein le plus important à la prise de décision tout court.
C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des gens, en tout cas des Français, dont je fais partie, ont été formatés par l'école essentiellement, et puis la culture, avec cette croyance absurde qu'il y a quelque part caché une bonne décision, et une seule, qu'il faudrait trouver. Et qu'il faudrait trouver avec quoi? Avec ça, c'est-à-dire avec sa tête, avec sa logique et sa mémoire. Et ça vient d'où toutes ces croyances-là, tout ce modèle-là? Ça vient évidemment de l'éducation nationale. Puisqu'en fait, essentiellement, dans la plupart des disciplines, c'est comme ça que ça marche, notamment dans les disciplines scientifiques. Donc il y a un professeur qui connaît la solution, c'est lui le seul qui la connaît, il n'y a qu'une seule solution, et il n'y a quasiment qu'une seule façon de la trouver, c'est la mémoire et la logique. En dehors de ça, le problème c'est que la vie, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas du tout comme ça. Autrement dit, tout ce qu'on a appris d'un côté, ça nous a désappris quelque chose de l'autre. Ça nous a désappris à décider dans la vie réelle, c'est-à-dire dans le flou, parce que dans la vie réelle, on a rarement toutes les données du problème, par exemple. Et puis en plus, autre chose qui est assez incroyable, qui différencie la vie de l'école, c'est que dans la vie, au fur et à mesure qu'on avance, en fait, on a des informations en plus, puis d'autres en moins. Donc la situation se métamorphose d'un instant à l'autre. Ce qui fait qu'une décision qui paraissait bonne à un temps donné peut devenir complètement mauvaise une heure après ou un jour après. Donc ça, c'est des choses qui n'existent pas à l'école. L'école, c'est un peu une bulle, c'est un peu un cadre, c'est protégé de la vie. Ce sont des conditions isolées, comme dans un laboratoire scientifique. Mais la vie, c'est pas un laboratoire scientifique. Pas du tout. Il ne faut pas oublier que, vous savez, c'est comme quand il y a des sports, quand il y a des Jeux Olympiques et des matchs de football, par exemple, ou autres, on entend toujours beaucoup de gens, souvent des hommes d'ailleurs, dire « Ah, mais fais la passe, mais quel con, pourquoi il n'a pas fait la passe à son ailier ?» Ah ben oui, mais parce qu'il n'est pas à ta place. C'est tellement facile quand on est planqué derrière son canapé et devant l'écran. C'est carrément autre chose de prendre des décisions quand on est en train d'agir avec un ennemi derrière, avec deux opposants devant, plus des gens qui sont sur les côtés, une vision limitée, un champ d'action qui se modifie de seconde en seconde. C'est beaucoup plus compliqué de savoir ce qu'on peut et ce qu'on doit faire. Et pourtant, et c'est ça la vie. Donc, il n'y a pas de bonne décision. Ça, c'est une première chose. Il faut arrêter de chercher la bonne décision. Il y a des décisions qu'on prend et qui sont heureuses ou malheureuses a posteriori. Mais le fait qu'elles soient heureuses ou malheureuses n'est pas intrinsèque à la décision. Elles sont pas bonnes, parce que sinon ça reviendrait en fait à tricher, à changer un mot par un autre. Si on disait que j'ai trouvé la solution heureuse, c'est qu'en fait on considérait qu'il y avait une bonne solution à trouver. Non, non. Malheureuse ou heureuse, ça veut dire qu'elle devient heureuse ou malheureuse, non seulement en fonction de la décision, mais en fonction aussi et surtout de tout ce qui s'est passé après. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il ne suffit pas de prendre une décision et qu'elle soit entre guillemets bonne. Il faut, 1, qu'elle soit cohérente avec vous, 2, qu'elle soit communiquée, 3, qu'elle soit appliquée, et 4, qu'elle soit adaptée. Donc, sans quoi la décision, elle peut tourner à la catastrophe. Donc, si je prends 2 exemples, pour être concret, imaginez que vous choisissez un poste ou vous choisissez un conjoint. Vous avez le choix entre deux hommes ou 2 femmes, et vous en choisissez un, parce que c'est comme ça, vous ne pouvez pas faire 2 jobs en même temps, et avoir 2 partenaires, c'est compliqué. Voilà, en tout cas, et puis c'est pas très facile, légalement on ne peut pas, et puis voilà, c'est très compliqué dans notre société. Donc, vous choisissez un partenaire, vous choisissez un job, vous choisissez un pays, vous choisissez une voiture. Et quelques temps après, vous apercevez que ça ne marche pas, vous n'êtes pas heureux. Vous pouvez vous dire, ah là là, si j'avais su, j'aurais dû prendre l'autre. Mais vous n'en savez rien, peut-être que l'autre aurait été pareil. Peut-être que l'autre choix aurait été pire. La vraie question, c'est qu'est-ce que vous avez fait après avoir pris votre décision ou après avoir effectué votre choix. Il y a des gens qui considèrent que, par exemple, le mariage, c'est la fin du truc, quoi. C'est-à-dire, ouais, je l'ai trouvé, ok, je suis cool, maintenant je peux respirer. Non, 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 le mariage, c'est le début des emmerdes. Ou du bonheur. Mais en tout cas, c'est le début de... On y va, quoi. Les choses sérieuses commencent. Vous avez décroché un poste, si vous étiez étudiant, par exemple, vous pensez que c'est la fin de votre parcours de combattant, d'élève, mais aussi de candidat. Non, c'est le début des emmerdes. C'est le début du vrai travail. Donc c'est la fin et c'est le début, en fait. Les deux en même temps. Mais ce n'est pas parce qu'on a pris la décision, qu'on a trouvé le gros lot, qu'il faut arrêter de faire des efforts. C'est les efforts qui vont rendre la décision heureuse ou malheureuse. Et puis des fois, quelle que soit la décision que vous auriez prise, le résultat aurait été le même. Des fois, il n'y a pas de décision heureuse possible. Des fois, il n'y a pas de décision malheureuse. Des fois, le fait de décider, ça n'a aucune espèce d'importance.
Ça arrive aussi. Il y a des cas comme ça dans la vie. Donc il faut aussi se préparer à tout ça. Voilà. Il y a aussi le mythe du bon moment. C'est quoi le bon moment pour décider? La plupart des gens, en fait, ils décident à la dernière seconde. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont peur de décider, ils ont peur de se tromper. On a vu qu'une décision, c'est pas un calcul, c'est une évaluation, mais c'est surtout un risque. C'est forcément un risque. Décider, c'est risquer. Et choisir, c'est renoncer. Donc du coup, ça change complètement la perspective des choses. Vous devez apprendre à risquer et vous devez apprendre à choisir, c'est-à-dire à renoncer. Donc ça suppose que vous sachiez exactement qui vous êtes, ce que vous voulez pas. C'est ça le premier pilier pour prendre des décisions. Le deuxième, c'est la confiance en soi, bien sûr. C'est la confiance en soi qui permet de risquer, de sauter dans le vide. C'est de la sécurité intérieure qui permet d'affronter l'insécurité extérieure. Donc c'est tous ces éléments-là, en fait, qui sont développés dans mon petit livre, Savoir décider, chez Jouvence, et que je vous recommande vivement, évidemment. Et voilà. Et en attendant, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo.